C'est moi qui vous remercie. Merci de votre invitation. Je suis très heureux d'abord d'être ici à Genève parce que la Suisse est un pays qui compte beaucoup pour moi. J'y ai enseigné 6 ans à l'université de Neuchâtel. J'ai des liens particuliers avec ce pays que j'aime beaucoup. Je me suis intéressé à l'histoire de la Suisse, donc je ne prétends pas être un spécialiste. Et donc pour moi, ce n'est pas du tout anodin d'être là ce soir. Je me sens un peu chez moi, sans impérialisme aucun, mais vraiment en ami de la Suisse, en ami du modèle suisse aussi, du modèle d'identité, de démocratie suisse. Et par conséquent, c'est vraiment un bonheur. Merci du temps que vous m'accordez en venant débattre de questions de géopolitique avec moi ce soir. Donc l'objectif de cette soirée, c'est de faire une sorte de panorama géopolitique de la situation mondiale, d'essayer d'y comprendre quelque chose dans un monde qui semble de prime abord très chaotique, d'essayer d'en dégager un certain nombre de lignes d'intelligibilité, de donner un peu d'intelligibilité au fond aux relations internationales et à la géopolitique mondiale. Évidemment, nous parlerons de la francophonie, non pas par amabilité, mais parce que la francophonie, dans un monde multipolaire, c'est évidemment un acteur qui joue et qui pourrait jouer un rôle beaucoup plus important. Et donc, nous intégrerons cette dimension dans le raisonnement global et l'analyse de la géopolitique mondiale, comme nous parlerons bien sûr c'est le titre de la conférence, de la civilisation européenne, et des perspectives que nous pouvons dresser. Alors, si nous voulons comprendre ce qui se passe sur la scène internationale depuis la fin de la bipolarité, depuis la fin de la séparation du monde en 2 pôles qu'on appelait la bipolarité ou la guerre froide, entre le bloc soviétique et ses alliés et le bloc de l'Ouest, de manière simplifiée, même si la géopolitique ce fut pendant longtemps autre chose que cette seule bipolarité. Si nous voulons comprendre ce qui se passe depuis 1990, depuis la fin de la bipolarité, il faut, je crois, essayer de raisonner en opposant d'un côté ce que j'appelle les forces de l'unipolarité et de l'autre côté les forces de la multipolarité. Alors ce sont des grands mots, ça paraît un peu pompeux, mais les forces de l'unipolarité, au fond, l'unipolarité comme unipolaire, comme pôle unique, ce sont les forces qui veulent organiser la mondialisation autour de son principal moteur, des États-Unis d'Amérique, principal moteur de la mondialisation depuis 1945. Et ce sont des forces qui accompagnent ce mouvement de mondialisation lancé par les États-Unis en 1945 et qui s'est développé en plusieurs phases, dont l'effondrement de l'Union soviétique qui a constitué un point de départ pour une accélération de ce projet unipolaire. Ces forces de l'unipolarité, je le disais, sont organisées autour des États-Unis. Ce sont les pays de l'OTAN essentiellement et l'ensemble des alliés des États-Unis qui accompagnent ce projet de transformation du monde à l'image des États-Unis, selon le modèle des États-Unis, un modèle qui se veut modèle de liberté économique, politique, religieuse, et qui veut exporter ses valeurs, ses standards aux autres pays et qui veut parallèlement étendre ses intérêts de puissance et optimiser ses intérêts matériels dans les différents théâtres du monde. Donc ces forces de l'unipolarité, elles ont contribué à transformer considérablement le monde depuis 1990, en bien ou en mal, selon les avis des uns ou des autres, c'est un débat. Et de l'autre côté, s'oppose à ces forces de l'unipolarité, ce que j'appelle les forces de la multipolarité, c'est-à-dire des forces qui veulent bien au contraire, non pas un monde unipolaire centré autour des États-Unis, d'une mondialisation à dominante américaine, mais un monde multipolaire, un monde fait de pôles différents, de pôles de puissance différents, d'identités différentes, de langues différentes, de modèles culturels, socio-économiques et politiques différents. Et on voit bien que depuis 1990, l'affrontement, la ligne directrice en quelque sorte de la géopolitique mondiale, elle se noue autour de cet affrontement entre ceux qui défendent ce modèle unipolaire et ceux qui, au contraire,
qui peuvent être d'ailleurs de nature très différente, hein, des puissances, des idéologies, des religions, etc. Ceux qui défendent un monde multipolaire et qui refusent cette mondialisation unipolaire, cette extension du modèle occidental, du modèle américain, cette mondialisation, occidentalisation que les anglo-saxons appellent westernization, c'est-à-dire une mondialisation qui est en même temps une occidentalisation finalement. Eh bien, l'affrontement, il est essentiellement, me semble-t-il, autour de cette ligne directrice, l'unipolarité contre la multipolarité. Et les États-Unis, principale puissance mondiale, qui représente à eux seuls la puissance économique, bien sûr, que l'on connaît, mais aussi la moitié de l'effort de défense mondial, c'est-à-dire que l'effort de défense américain est égal à peu près à 600 milliards de dollars, 650 milliards de dollars, à l'effort, à la somme des efforts de défense par ailleurs dans le monde. Si vous faites la somme de tous les budgets de défense du monde, vous tombez sur le budget des États-Unis. Donc c'est un budget considérable, évidemment, qui sous-tend ce projet de puissance, ce projet d'extension d'une mondialisation à dominante américaine. Et donc ces États-Unis, évidemment, à partir de 1990, ont pris conscience que l'effondrement de l'Union soviétique leur permettait d'accélérer leur projet de puissance, d'intégrer de nombreux pays et donc d'accélérer cette mondialisation américaine. Mais ils ont aussi pris conscience qu'un certain nombre d'obstacles se trouvaient sur le chemin de la puissance unipolaire et des obstacles de taille, en particulier un obstacle incontournable, la Chine, première puissance démographique, 1,4 milliard d'habitants, un potentiel de développement considérable, une croissance à 2 chiffres pendant des décennies, et donc un pays capable, sans doute, de mettre fin au rêve de la mondialisation unipolaire tel que les États-Unis le rêvent depuis au moins 1945, mais sans doute bien avant, si on se plonge dans les racines idéologiques des États-Unis, dans la formation des États-Unis, si on revient aux pères fondateurs, aux fondations à la fois bibliques et aux fondations sécularisantes ou liées au projet des Lumières, c'est ce double héritage idéologique des États-Unis, si on revient à ça. Donc, à partir de 1990, la littérature stratégique américaine a clairement désigné la Chine comme principal obstacle à la mondialisation américaine après l'effondrement du bloc soviétique. À ce moment-là, la Russie n'était pas la Russie qui, après l'effondrement soviétique, est passée par une phase un peu chaotique, des années dites ultralibérales avec des conseillers américains, un règne des oligarques et une difficulté à reprendre le chemin de la puissance jusqu'à l'arrivée du président Poutine en 1999. Donc au début des années 1990, c'est essentiellement la Chine qui représente dans la littérature stratégique américaine cet obstacle. Et à ce moment-là, les États-Unis vont mettre en place une stratégie qu'ils vont appliquer et dont l'essentiel et qui peut expliquer l'essentiel de ce qui s'est passé depuis 1990. Cette stratégie, je l'ai synthétisée il y a plus de 10 ans déjà. Bien sûr, c'est une synthèse. Donc par définition, vous trouverez toujours des écoles différentes aux États-Unis qui ne se reconnaissent pas forcément. Mais je crois qu'elle présente l'originalité et surtout l'efficacité de pouvoir rendre compte de l'ensemble de ce que la politique étrangère américaine a fait depuis 1990, de tout ce que les Américains ont défendu, quels que soient les gouvernements, qu'ils soient démocrates ou qu'ils soient républicains. Au fond, ce qui change entre démocrates et républicains, c'est davantage la stratégie pour parvenir à des objectifs donnés que les objectifs géopolitiques eux-mêmes qui sont restés constants depuis 1990. Et le premier objectif, bien sûr, de la politique étrangère des États-Unis, c'est que les États-Unis restent la première puissance mondiale et ne perdent pas la main sur l'histoire. C'est la force des Américains que de vouloir faire l'histoire.
c'est la destinée manifeste, c'est quand on étudie l'histoire américaine, cette volonté, depuis les pionniers américains, depuis que les rivages de l'Est et de l'Ouest ont été unifiés, c'est la volonté des Américains, après l'unification américaine, de porter le rêve américain dans le reste du monde et de l'étendre à toutes les nations, à tous les peuples, suivant leur modèle. Cette synthèse, elle s'articule de la manière suivante. D'abord, je dirais en quatre axes qui, me semble-t-il, rendent assez bien compte de ce qui s'est passé dans le monde depuis 1990 et de ce qui s'y passe encore, de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe avec l'Iran et d'autres théâtres où ces affrontements de puissance se déroulent. Le premier axe, la première volonté, et vous voyez qu'on va rentrer d'emblée dans la question de l'avenir de la civilisation européenne, le premier axe de cette stratégie de domination pour ce siècle américain, c'était le nom d'un think tank américain fameux pour un nouveau siècle américain, au moins le programme est clairement affiché. Cette stratégie, elle visait d'abord à l'extension du bloc transatlantique, faire en sorte que, après l'effondrement de l'Union soviétique, il n'y ait pas de projet d'Europe puissance indépendante qui puisse émerger. Vous savez que l'Europe, sur les ruines du Troisième Reich et sur les ruines d'ailleurs de l'Europe, l'Europe s'était reconstruite en partie avec le plan Marshall et dans une construction européenne qui s'est intégrée dès le départ dans une construction transatlantique, contrairement à ce que disent parfois les défenseurs de l'Europe telle qu'elle se fait aujourd'hui. Ce n'est pas le projet de Robert Schuman qui l'a emporté, mais le projet de Jean Monnet. Jean Monnet qui était à la fois français et américain, qui était un banquier américain et qui voulait l'unification européenne, non pas pour faire une Europe puissance indépendante sur la scène internationale, mais pour faire un marché européen lié aux États-Unis, un grand marché transatlantique. Et c'est ce projet qui s'est développé depuis la construction, depuis le traité de Rome, depuis le début de la construction européenne. Et c'est d'ailleurs très clairement ce projet qui a continué de se développer avec l'otanisation de l'Europe. Donc la construction européenne s'est mise en place non pas contre ou à côté des États-Unis, mais elle s'est mise en place clairement dans un cadre transatlantique. Et l'objectif des Américains en 1990 a été d'étendre l'OTAN. Et c'est ce qui s'est passé. Alors que le pacte de Varsovie disparaissait du côté soviétique, et tant mieux que le communisme s'effondrait, que les peuples d'Europe pouvaient se libérer de ce carcan et de cette idéologie, en même temps, une autre idéologie est venue avec une vocation mondialiste également, avec un projet mondialiste, est venue tenter de s'emparer de l'espace vide et de développer donc son projet. Et par phases successives, des pays de l'Union européenne sont entrés dans l'OTAN pour ceux qui n'en faisaient pas partie. Il y a eu plusieurs phases, 1999, 2002, et petit à petit, la carte de l'OTAN a glissé vers l'Est, elle s'est rapprochée de plus en plus des frontières de la Russie, et elle a voulu même intégrer jusqu'aux pays d'Asie centrale avec ce qu'on appelle le partenariat pour la paix. L'objectif a été très clairement, la feuille de route américaine a été de développer l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie et de la Chine pour faire un grand bloc transatlantique. Cet objectif s'est en partie réalisé et cet objectif, il est passé évidemment, il a dû rencontrer des obstacles, il a rencontré la question du démantèlement de la Yougoslavie qui a été un facteur d'accélération de l'otanisation de l'Europe, qui a permis de créer en quelque sorte un prétexte pour davantage de solidarité atlantique et qui a permis donc de donner une fonction à l'OTAN qui était de refaire la guerre au sein même de l'Europe, alors même que selon la charte de l'OTAN, aucun pays, et surtout pas les Serbes, n'avait attaqué un pays de l'OTAN, puisque normalement, selon la charte de l'OTAN, l'OTAN déclenche la guerre si un pays de l'OTAN est attaqué, ce qui n'était pas le cas avec la Yougoslavie. Pour la première fois, l'OTAN a changé son
l'esprit de sa charte, et elle est intervenue, cette alliance, sur la question de l'ingérence, de la guerre d'ingérence, au nom de concepts dits démocratiques ou liés aux droits de l'homme. Donc, une accélération du projet transatlantique, c'est ce qui s'est passé, avec une extension de l'OTAN, qui permettait au passage d'ailleurs d'affaiblir tout projet de défense et d'industrie militaire européenne, puisque l'idée c'est en faisant rentrer les pays dans l'OTAN, eh bien, on les pousse à acheter du matériel américain et donc on les pousse à renforcer le complexe militaro-industriel américain au détriment des industries militaires européennes. Et donc petit à petit, le projet et la dimension de puissance européenne s'est affaibli avec cette extension de l'OTAN. La guerre d'Irak a été aussi, en 2003, un révélateur assez fort, puisque de nombreux pays de l'Union européenne se sont portés aux côtés des États-Unis dans cette guerre conforme aux intérêts américains. Donc le premier axe a été l'extension de l'OTAN, et c'est ce que nous vivons encore avec l'Ukraine. Il y a eu une première phase au moment de ce qu'on a appelé les révolutions colorées. Les révolutions colorées ont visé en Géorgie en 2003, en Ukraine en 2004, déjà à essayer d'otaniser ces pays. Les Russes, bien sûr, déjà en 2004 avec Poutine, étaient mobilisés dans le refus de l'otanisation de ces pays, parce que c'est la clé de l'affrontement dans ces pays. Nous vivons une nouvelle répétition de la volonté par les États-Unis et leurs alliés d'otaniser l'Ukraine, de la faire rentrer dans la sphère d'influence, ce qui pousserait évidemment les frontières de l'OTAN aux portes même de la Russie. Elles y sont déjà via les pays baltes, mais qui seraient véritablement avec l'Ukraine, dont Brzezinski disait qu'il était un pivot eurasiatique, de renforcer cela. Donc l'OTAN, premier axe. Deuxième axe, la question intéressante aussi du bouclier antimissile, de la défense antimissile, qui est une question intéressante parce qu'elle a été relancée sous l'administration Bush avec un certain nombre de spécialistes de la défense qui étaient avec Wolfowitz et quelques autres pionniers et dont l'idée était simple. L'idée, c'était de rompre avec l'équilibre de la dissuasion nucléaire qui avait prévalu pendant la guerre froide et d'essayer de prendre l'avantage et de donner l'avantage aux États-Unis grâce au bouclier antimissile en affaiblissant la dissuasion nucléaire adverse. Alors, quel est l'intérêt de ce projet pour les Américains? Mais il est simple, c'est que quand vous avez l'outil conventionnel, l'outil de défense conventionnel le plus puissant du monde, puisqu'il représente la moitié de l'effort de défense mondiale, la seule chose qui finalement amoindrit cet outil conventionnel, c'est la puissance nucléaire, c'est la capacité de dissuasion nucléaire de la part d'autres puissances, la Russie, la Chine ou d'autres puissances du monde occidental qui sont dotées d'un tel outil. Et donc les Américains se sont dit, si on se dote d'un bouclier antimissile, ben c'est formidable parce qu'on aura non seulement l'épée nucléaire, mais on aura le bouclier, alors qu'en face, ils n'auront que l'épée. Bon. Évidemment, ça a suscité des réactions très fortes. Officiellement, les Américains faisaient passer ou voulaient faire passer la pilule avec ce qu'ils appelaient les rogue states, les États voyous. Donc en désignant des États voyous proliférants sur le plan nucléaire, ils trouvaient une justification à l'établissement de ce bouclier antimissile en disant, vous voyez, on est bien obligé d'ajouter à notre capacité de dissuasion nucléaire, notre capacité d'attaque nucléaire, un bouclier antimissile parce qu'on a affaire à des fous dangereux, que ce soit l'Iran ou la Corée du Nord, qui ne seront pas dans une logique rationnelle et qui donc peuvent tout à fait, s'ils se dotent de puissance nucléaire, nous attaquer. Donc la seule solution, c'est évidemment de nous doter de cela. Sauf que bien évidemment, cet outil présenté comme un outil de défense est stratégiquement un outil offensif qui vise en réalité à diminuer le potentiel d'équilibre de la part de la Russie et de la Chine en particulier. Cette affaire-là est loin d'être terminée. Il y a aujourd'hui
des négociations très discrètes qui sont engagées en Europe. En France, dans les milieux de défense, certains commencent à expliquer que la force de dissuasion nucléaire française ne sert à rien, qu'il suffirait de se mettre finalement sous le parapluie américain et de rentrer sous le bouclier antimissile américain. Et cette logique-là d'atlantisation des esprits dans le système de défense français, qui est évidemment contraire à ce qu'était l'esprit du général de Gaulle, qui avait voulu une force indépendante des États-Unis, etc. Cet esprit, il rencontre bien sûr la dimension budgétaire, parce que les mêmes disent, et en plus, si on supprime le poste nucléaire, qui est effectivement le plus gros poste, le plus coûteux, ben évidemment, ça va nous libérer, ça va nous donner de la marge sur notre budget de défense pour mieux nous équiper, pour acheter des Rangers présentables à nos soldats, etc. Bon. Donc il y a, si vous voulez, dans le déclin de puissance, vous avez toujours l'aspect comptable de courte vue qui vient rencontrer en fait le changement d'optique stratégique. C'est très intéressant de voir comment, évidemment, on ne parle pas des changements stratégiques, on présente toujours aux gens l'aspect purement comptable en disant, vous voyez, ça va permettre de faire des belles économies, etc. Sauf que perte d'indépendance et certainement pas indépendance européenne, atlantisation de l'Europe. Donc ça, c'est le deuxième axe, l'aspect défense antimissile qui n'est pas terminé, qui fait l'objet qui crée des tensions fortes entre la Russie et les États-Unis aujourd'hui et qui les États-Unis travaillent via les réseaux d'influence, les milieux militaires français, ils invitent, ils font, ça c'est nouveau, des militaires maintenant qui font partie des Young Leaders, donc il y a des officiers français, dont certains qui ont commandé des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, qui sont faits Young Leaders, donc c'est très bien, ils sont formatés aussi à rentrer dans ce schéma-là. Vous voyez, tout ce travail, c'est du soft power, c'est un travail culturel d'intégration où les gens reviennent d'Afghanistan, les militaires français, impressionnés par les joujoux américains, tout simplement. Hein. C'est l'aspect technique, qu'est-ce qu'ils sont bien équipés, donc finalement, on ne fait pas le poids, donc finalement, c'est normal de les accompagner, etc. C'est un ensemble de choses qui produit cette logique de renoncement, au fond, à la puissance et à l'existence de manière indépendante sur la scène internationale. Le troisième axe intéressant à étudier dans cette affaire de géopolitique mondiale et qui à chaque fois se retrouve sur le plan local dans des théâtres régionaux donnés, le troisième axe, c'est la question de l'utilisation des séparatismes par les Américains. Comment faire pour affaiblir ces adversaires, les adversaires du monde multipolaire, les compétiteurs potentiels, ceux qui gênent le retour de la Russie de Poutine à partir de 1999, la Chine qui s'étend, eh bien on s'attaque à ces morceaux difficiles, on s'attaque à ces provinces difficiles, on s'attaque à ces séparatismes potentiels et on les encourage. Et donc les États-Unis, de manière constante, ont soutenu la séparation du Tibet, bien sûr, plateau stratégique pour la Chine, que la Chine ne lâchera jamais, tout simplement parce que c'est le plateau qui domine la Chine, c'est le château d'eau de la Chine aussi. Et même si c'est vrai, j'ai été au Tibet, j'ai pu constater que l'identité est très différente de celle des Han, sans doute plus d'ailleurs encore que dans l'autre province qu'est le Xinjiang. Néanmoins, pour des raisons stratégiques et aussi historiques, parce que le Tibet, à part une très très courte période, n'a jamais été indépendant, il a toujours eu des liens de vassalité avec l'Empire chinois, eh bien les Chinois ne sont pas décidés à avoir un petit Tibet indépendant, enfin petit, c'est immense le Tibet, un Tibet indépendant qui domine la Chine et sur lesquels il y aurait des rampes de missiles américaines. Ce serait quand même un peu problématique pour les Chinois. De même pour le Xinjiang, il y a des événements au Xinjiang aujourd'hui, province que j'ai vue aussi, où c'est vrai là aussi, il y a des conflits identitaires entre les Ouïghours musulmans et ce rouleau compresseur Han, parce qu'il y a une colonisation chinoise de l'Ouest, c'est évident, les provinces de l'Ouest sont colonisées, mais elles sont, en même temps qu'elles sont colonisées, elles sont développées. Moi, j'ai pu voir au Urumqi à quel point les Chinois développent cette partie. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie des Ouïghours, une partie qui est opposée, souvent travaillée par des forces radicales islamistes, soutenues par les services américains et les services turcs qui agissent aussi en sous-main.
avec des bases arrières en Asie centrale. Donc le séparatisme en Chine, le séparatisme en Russie avec l'affaire de la Tchétchénie qui a été relancée, et le séparatisme bien sûr qui a abouti à la création du Kosovo, cette base américaine il faut voir, il faut aller au Kosovo pour voir ce qu'est la base de Bondsteel, ce que c'est que cette base. C'est assez impressionnant en plein cœur de ce petit État qui n'en est pas un, mais qui est quand même reconnu par une partie des États du monde, pas la majorité encore, mais une partie, et notamment occidentaux. Et puis, il y a un quatrième axe qui est extrêmement important, c'est l'axe de l'énergie. C'est l'idée que pour finalement empêcher la Chine de devenir la première puissance mondiale, parce qu'elle en aurait peut-être la capacité du fait de sa démographie, de son développement, de son industrialisation rapide et de ses ambitions de puissance qui sont réelles dans le Pacifique en particulier, on pourra en reparler. Eh bien, l'idée c'est pour les Américains, pour contrôler le développement de la Chine, il faut contrôler l'énergie. Parce que quand vous contrôlez la dépendance énergétique de votre principal adversaire, alors vous contrôlez en partie son propre développement. Or, la Chine, depuis 1994, est importateur net de pétrole. Et quand vous vous développez à cette vitesse, avec une croissance à 2 chiffres, évidemment, vous consommez énormément d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz. J'ai vu en Chine des centaines de kilomètres de champs d'éoliennes, enfin toutes les énergies sont développées, à peu près tout, ils font du nucléaire, ils ont un très gros programme de centrales, plus d'une trentaine, ils ont un programme éolien, ils font cuire les œufs dans les villages avec les petits panneaux solaires, enfin c'est tout azimuts. Mais le problème de la Chine, c'est l'accès à la ressource, c'est l'accès au pétrole, et dans une moindre mesure au gaz. Et donc la Chine va chercher à nouer des alliances, elle va se projeter, elle s'est projetée en Afrique, elle est allée vers Chavez à l'époque en Amérique latine, au Venezuela, elle essaie de diversifier ses sources d'approvisionnement, elle se diversifie aussi du côté de la Russie bien sûr, réservoir de pétrole important, principal producteur de pétrole à l'égal de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, et qui représente quand même 7 à 8% des réserves prouvées de pétrole. Donc la Chine essaie de diversifier ses sources d'approvisionnement et en face, les États-Unis et ses alliés essaient eux de renforcer leur contrôle des principales réserves de pétrole et de gaz du monde. Et les principales réserves de pétrole et de gaz du monde, jusqu'à preuve du contraire, elles sont encore au Moyen-Orient, qui représente aujourd'hui 50% des réserves prouvées, à peu près 48% d'après le rapport qui fait référence, c'est le British Petroleum. Chaque année, il y a une estimation des réserves prouvées. À peu près 50% des réserves prouvées se trouvent au Moyen-Orient, donc l'Iran, l'Arabie Saoudite, bien sûr, qui a toujours les réserves les plus importantes, le Koweït, les Émirats un peu moins, le Qatar avec le gaz. Tous ces pays constituent évidemment une réserve considérable. Et contrôler politiquement le Moyen-Orient, c'est moins pour la consommation des Américains que pour le contrôle de la dépendance des Chinois vis-à-vis de ce Moyen-Orient. Les Chinois sont déjà dépendants à hauteur de 70%. 70% de leurs approvisionnements viennent du Moyen-Orient. Évidemment, si vous avez des régimes pro-américains à peu près partout, même si c'est le bazar, même si c'est le foutoir, si les régimes sont pro-américains, vous pouvez verrouiller, couper le flux au moment où vous avez une tension très forte avec la Chine. Donc le problème des États-Unis, il est assez simple, amplifier leur contrôle énergétique sur les principales ressources, d'autant plus qu'avec les pétroles et gaz de schiste, chez eux, ils ont la capacité aujourd'hui, même s'il y a débat sur ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas une bulle financière, enfin bon, il y a quand même une réalité de l'exploitation. Ils ont la possibilité de compléter leurs dispositifs mondiaux avec des dispositifs intérieurs. Et donc, les Américains amplifient leur contrôle. Et de l'autre côté, les Chinois, eux, leur objectif, c'est d'améliorer leur sécurité des approvisionnements. Et améliorer la sécurité des approvisionnements, ça passe par le développement d'une force navale importante. Ça passe par l'extension
du domaine de la souveraineté en Asie-Pacifique, se frayer un chemin jusqu'à l'océan Indien et puis au Moyen-Orient pour venir chercher le pétrole, donc développer une force sous-marine importante pour casser les blocus, développer une force de surface importante avec des porte-avions et étendre son système maritime. Donc vous voyez qu'il y a là une partie géopolitique qui se joue à grande échelle, et cette partie géopolitique, États-Unis-Chine, États-Unis-Russie, et d'autres, bien sûr, et l'Inde n'est pas à oublier dans tous ces émergents, cette partie géopolitique vient se combiner avec les problèmes locaux, avec les conflits identitaires locaux. L'Ukraine en est l'illustration malheureusement parfaite, puisque vous avez le problème identitaire de l'Ukraine, qui est un État-nation à faible cohésion identitaire, puisqu'il y a une partie qui regarde vers l'ouest, une partie qui regarde vers l'est, une partie russophone et une partie qui parle l'ukrainien. Donc le pays déjà n'a pas d'unité nationale. Historiquement, il y a des gens qui rêvent plutôt d'Allemagne et des gens qui rêvent plutôt de Russie. Et évidemment, si vous combinez les intérêts géopolitiques de la Russie et des États-Unis avec cette malfaçon identitaire, en quelque sorte, eh bien vous aboutissez à ce que nous avons, c'est-à-dire à une guerre civile au fond. Et ce n'est certainement pas la question purement politique de la démocratie qui va résoudre quelque chose qui est un problème de géopolitique d'abord de la géopolitique. C'est exactement comme quand vous êtes en Afrique et que vous avez des États multiethniques. Il ne suffit pas de mettre la démocratie dans des États multiethniques parce que les gens vont voter en fonction de leur ethnie. Et donc ceux qui sont minoritaires, par définition, ils seront toujours frustrés et ils n'accepteront jamais le résultat de la majorité qui est une mathématique ethnique qui ne correspond pas à des réalités idéologiques, à un choix de gauche, de droite ou autre chose, mais qui correspond à un choix identitaire, à un choix d'appartenance. Donc cette logique énergétique, elle est importante et nous sommes dans ce conflit donc, entre le multipolaire et l'unipolaire, et au fond on se pose la question de ce qu'il est possible de faire pour créer des équilibres. Alors c'est là où finalement on rentre un peu plus dans la politique parce qu'on rentre dans l'aspect spéculatif et dans le souhait. Moi je fais partie de ceux qui pensent que pour maintenir la paix mondiale et éviter une déflagration de grande amplitude, le seul projet, il n'y a aucun projet idéal, ça c'est certain, mais le projet le moins dangereux, le projet capable d'apporter de l'équilibre, c'est celui de la multipolarité. Je pense que soutenir le projet unipolaire, c'est pousser la Russie vers la Chine, c'est pousser des émergents à se rapprocher, c'est créer une nouvelle bipolarité extrêmement dangereuse et qui finalement sera terrifiante pour les peuples occidentaux. La meilleure façon de préserver l'équilibre, ça a toujours été l'équilibre de la puissance et la multipolarité. Défendre le droit international, défendre la souveraineté des États, défendre le droit des États à avoir leur identité, à avoir leur modèle politique propre, ne pas défendre l'ingérence qui veut exporter par la guerre un modèle démocratique et qui s'avère être catastrophique comme on le voit en Libye, parce que personne ne tire jamais les bilans après les guerres. Nous faisons des guerres en Occident et puis ensuite on oublie, on passe à autre chose. Les télévisions nous parlent d'une autre guerre. Personne ne tire le bilan de ce qui s'est passé en Libye. Bien sûr, le régime de Kadhafi, ce n'était pas la panacée. Personne ne dira ça. On sait très bien qu'il y avait de la corruption. On sait très bien qu'il y avait un blocage dans le régime. Néanmoins, il y avait un semblant d'État-nation. Et qui dit un semblant d'État-nation dit une capacité, surtout quand il y a des ressources, à un développement. Il y avait un développement qui se faisait progressivement. Aujourd'hui, il y a un chaos géopolitique. Il y a un chaos tribal. Il n'y a plus d'État-nation. Il y a la région tripolitaine, la région cyrénéique, plus exactement la cyrénéique à l'est, la tripolitaine à l'ouest, et puis la région désertique du Fezzan. Il y a les armes, comme en Irak en 2003, sont toutes dans la nature, puisque les dépôts ont été pillés. Donc, toutes les tribus sont armées. Les tribus utilisent les ressources pétrolières et gazières pour faire pression et chantage sur le pouvoir
pour rançonner le pouvoir quand ils ne prennent pas en otage des tankers. Le bilan de la Libye, c'est que c'est le chaos pour les Libyens et c'est le chaos pour ceux qui espéraient, comme les compagnies pétrolières et gazières françaises et britanniques en particulier, qui espéraient pouvoir utiliser et exploiter cette situation. Il y avait aussi des gens qui, dans le domaine de l'eau, en France, avaient des ambitions en Libye. Enfin, le problème, c'est que les gens qui ont des ambitions, c'est très bien d'avoir des ambitions, mais quand on casse tout sans faire de la géopolitique et qu'on a le chaos après, c'est pas très intelligent parce qu'on peut même pas exploiter ce qu'on prévoyait de faire. Donc l'approche BHL, l'approche complètement, je la résume comme ça, parce que c'est quand même ce qu'on a à chaque fois. Hein. BHL est arrivé en Ukraine, donc BHL est en... voilà, il débarque, il sort son sac, il fait sa photo sur le tarmac et il déclare la démocratie universelle et les droits de l'homme. Et puis il remonte dans l'avion. Donc c'est quand même ce qui se passe avec BHL. C'est extraordinaire, c'est de la bande dessinée parce que on est dans... Bon. Sauf que c'est le chaos. Alors la question qui revient souvent, c'est est-ce que ce chaos il est voulu ou est-ce que c'est simplement l'utopie qui produit le chaos et on continue, on ne veut pas sortir de l'utopie, donc on continue. Ça, c'est un débat qu'on pourra avoir parce qu'on peut se poser la question de savoir s'il y a un chaos. Ce qui est certain, c'est que moi, je pense que dans les marches, dans les périphéries des puissances, les États-Unis, oui, encouragent le chaos. C'est quand on ne peut pas, en fait, bâtir un ordre mondial, eh bien, on favorise le désordre mondial pour empêcher notamment un monde multipolaire de se mettre en place. Donc ça peut être une stratégie, c'est peut-être une stratégie. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation et les Européens n'ont pas la main sur l'histoire. Les Européens qui ont une civilisation ancienne, brillante, n'ont absolument pas la main sur l'histoire. Ils subissent cette histoire depuis 1945 et depuis la mondialisation américaine. Ils subissent clairement cette histoire. On leur a fait croire que la construction européenne serait leur outil de puissance. En réalité, il n'y a pas de volonté de puissance européenne et pour une raison simple, je vous donnerai un simple exemple. Il y a officiellement une politique d'immigration au niveau européen, mais il n'y a pas de politique de la famille au niveau européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté au niveau européen de développer ou de relancer la natalité des Européens, mais il y a une volonté affichée au niveau européen de remplacer les Européens. Et déjà, ce simple fait, ça en dit long sur ce qu'est le projet européen. Il n'y a pas de projet d'identité européenne, d'affirmation de la civilisation européenne sur la scène internationale. Il y a un projet de remplacement, conformément aux préconisations de la Commission européenne. Il faut, parce qu'il y a effectivement un vieillissement de la population européenne, vieillissement qui s'est accentué avec l'élargissement, parce que l'élargissement de l'Union européenne a intégré des pays qui connaissaient le vieillissement comme les pays de l'Ouest, mais sans migration, donc aucune atténuation du vieillissement par les migrations. Donc il y a une amplification du vieillissement. Et ce qu'on tente de répondre la Commission européenne, c'est qu'il suffit pour les pays d'Europe centrale et orientale de faire venir aussi des immigrés extra-européens, comme on le fait à l'Ouest. Autrement dit, nulle part il n'y a de volonté de relancer la natalité des Européens, comme la Russie de Poutine le fait, même si ça prend du temps et si c'est balbutiant, il y a un programme de relance de la natalité, et en tout cas la Russie n'a pas recours à l'immigration pour affronter le défi du vieillissement qui est réel, puisque c'est vrai que la Russie perd entre 700 000 et 800 000 personnes par an depuis plus de 10 ans, ce qui est considérable. Mais les chiffres ont commencé à bouger ces 2 dernières années. Il semblerait donc que ces chiffres soient en train progressivement de s'inverser. Alors, la francophonie dans tout ça, eh bien, la francophonie, elle participe d'un monde multipolaire. C'est sans doute pour ça qu'elle n'est pas tellement défendue, la francophonie, que les élites françaises, ou ce qu'on appelle les élites françaises, s'en fichent complètement et l'ont désertée.
Elle pourrait être un outil important, bien sûr. La francophonie, c'est 10% de la population mondiale, ce qui n'est pas rien. C'est 77 pays membres et observateurs du sommet de la francophonie, donc une extension croissante, même si beaucoup de pays ne sont pas réellement des pays francophones. Mais le fait qu'ils aient souhaité rentrer dans le sommet de la francophonie montre qu'ils considèrent que ça peut être un outil politique, un outil régional dans l'océan Indien, le Pacifique ou ailleurs, intéressant. Donc la francophonie devrait participer, à côté d'un véritable projet européen, mais un projet fondé sur le respect des nations et des identités nationales, et non pas sur le déni de l'identité nationale. On le voit encore récemment dans la réaction scandaleuse de l'Union européenne face à l'affirmation souveraine et démocratique de la Suisse quant à la question de l'immigration. Les Suisses ont voté démocratiquement, ils ont fait un choix. On ne voit pas au nom de quoi l'Union européenne sanctionnerait la Suisse, et pourtant elle sanctionne, puisque, vous le savez peut-être, récemment, elle a décidé de suspendre les négociations avec la Suisse quant au programme Erasmus. Donc elle sanctionne les étudiants suisses, elle punit les étudiants suisses et aussi les étudiants européens qui seraient très contents de pouvoir, les étudiants européens, enfin de l'Union européenne, puisque la Suisse est un pays européen, elle sanctionne ces étudiants de l'Union européenne qui seraient très contents de pouvoir être dans les écoles qui sont dans le top 10, les écoles suisses, les grandes écoles suisses sont dans le haut du panier des écoles internationales. Eh bien, ces négociations sont sanctionnées. Donc vous voyez à quel point il y a un déni de démocratie et une volonté d'écrasement que je qualifierais d'impérialiste de la part de la Commission de Bruxelles quant à l'existence propre et souveraine d'un État libre, indépendant et qui a raison de vouloir le rester. Voilà pour cette introduction. Je ne sais pas où j'en suis, cher maître, au niveau du temps. On a encore pas mal de temps. J'en suis à combien ? 3 quarts d'heure, d'accord, très bien. Donc je vais m'acheminer vers un peu la conclusion et puis l'ouverture pour des questions, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est pas que je vous assène comme ça des raisonnements géopolitiques, mais qu'on puisse en débattre, en parler. Ce que je crois, c'est qu'il y a un retour très fort partout de l'identité. L'identité est en marche et l'identité associée à la démocratie. C'est ça qui est très intéressant, à la démocratie locale, à la volonté des peuples d'exister face à un système, qui est le système d'ailleurs de l'Union européenne, qui est un système qui veut étouffer l'identité et qui veut imposer un modèle qui n'est pas le modèle historique des peuples européens. Donc moi je crois que dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, qui est un monde où la souveraineté compte énormément, si vous allez chez les émergents, que ce soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine évidemment, la Turquie, tous ces pays sont fiers d'affirmer leur souveraineté et tous ces pays travaillent à renforcer leur souveraineté, à renforcer leur modèle, mais aussi à renforcer leur souveraineté maritime par exemple. La plupart de ces pays ont des ambitions considérables. Le Brésil a une ambition maritime considérable. Il a une doctrine maritime importante. Les pays d'Asie aussi. La Chine revendique 3 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, ce qui est considérable en mer de Chine et ce qui aussi produit des tensions bien sûr avec le Japon, parce que la Chine se vit comme enserrée par les îlots, les cordons d'îlots japonais, et pour accéder au grand large, elle veut traverser ces îlots, ce qui produit un certain nombre de tensions, mais il y a aussi des tensions plus au sud des Spratleys et des Paracels. Donc les questions de souveraineté maritime, quand on vous dit oui, mais la souveraineté c'est un truc du passé, ben faites le tour du monde, discutez avec les gens qui s'occupent de souveraineté dans la plupart des États du monde, il y a 200 États dans le monde. Eh bien, ces gens vous diront la souveraineté, c'est l'avenir, et en particulier la souveraineté maritime, parce que la souveraineté territoriale, c'est à peu près réglé, tant mieux. Il y a moins de tensions maintenant. Il y a encore quelques contentieux, bien sûr. Mais dans l'ensemble, les conflits sont en voie de règlement sur le plan territorial. Les frontières entre la Russie et la Chine sont réglées. La Chine
et l'Inde ont réglé pas mal de choses. Pas tout, bien sûr, il y a le Cachemire encore, mais bon. Mais par contre, l'enjeu de demain, c'est la souveraineté maritime. Et la France, de ce point de vue, la France est là quand même le deuxième espace maritime mondial avec 11 millions de kilomètres carrés, des zones économiques exclusives considérables, un potentiel d'extension du plateau continental très important. Et qui dit souveraineté maritime dit accès aux ressources qu'on dit offshore, sous la mer, des ressources pétrolières et gazières. On estime qu'aujourd'hui, 30% du pétrole qui est exploité vient de l'offshore. Et cette proportion va augmenter. Donc, plus vous augmentez votre souveraineté maritime, mieux c'est pour l'accès évidemment aux ressources pétrolières et gazières. Alors vous me direz, la Suisse est un pays enclavé, c'est ce que vous étiez en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, on peut être riche autrement, hein, il y a d'autres moyens, parce que les Suisses sont astucieux, donc ils ont pu se développer et atteindre un niveau, ce qui est d'ailleurs exceptionnel, hein, parce que c'est quasiment le seul État du monde enclavé qui est riche. La plupart, vous avez même à l'ONU une catégorie définie, dont j'ai oublié d'ailleurs l'intitulé précis, mais qui donne droit à des aides parce qu'on est dans une situation d'enclavement. Les pays africains enclavés, les pays comme l'Ouzbékistan, qui doit traverser 2 pays souverains avant d'atteindre une mer. En fait, l'enclavement, à l'origine, c'est plutôt un handicap, ça a plutôt été un frein au développement. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a un génie suisse, parce que les Suisses ont fait autrement et ils ont trouvé un moyen de se développer et de devenir riches sans accès maritime, ce qui est assez extraordinaire. Bon, je ferme la parenthèse pro-suisse. Bon. Donc pour vous dire que la question de la souveraineté, à travers en particulier la souveraineté maritime, c'est une question d'avenir. Donc quand on nous dit que la souveraineté c'est quelque chose d'ancien, eh bien non, d'abord c'est indissociable de la liberté évidemment, mais en plus sur le plan géopolitique, la souveraineté, on va en parler de plus en plus dans le domaine maritime. Donc le retour de l'identité, le retour de la souveraineté, donc il va falloir de l'équilibre dans tout ça. Il faut défendre une vision d'équilibre et la vision multipolaire, la vision multilatérale aussi, et la vision qui me paraît la plus raisonnable au fond, la plus sage. Et quand je vois que finalement l'Union européenne en Ukraine a soutenu un coup d'État, car évidemment je ne veux pas enjoliver ce qu'était le pouvoir d'Yanukovych, qui avait beaucoup de torts, qui était corrompu et qui a fait sans doute beaucoup de mal à l'Ukraine. Mais c'était un président élu légalement, et à l'époque, les observateurs de l'OSCE n'y voyaient aucun problème dans son élection. C'est donc un coup d'État qui a été fait en bonne et due forme que soutient l'Union européenne. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est vraiment 2 poids 2 mesures. C'est un peu comme quand ça nous arrange. Bon, voilà où nous en sommes. Et ça, c'est quelque chose de très inquiétant parce que la perception, évidemment, de beaucoup de pays du monde, c'est qu'il y a un impérialisme occidental cynique, capable d'utiliser systématiquement les droits de l'homme et la démocratie pour avancer ses pions sur le plan géopolitique. Ça renforce les rancœurs, ça renforce l'amertume de beaucoup de peuples, ça renforce la volonté de revanche des peuples des pays émergents. Et c'est donc un facteur belligène, un facteur dangereux qui peut aggraver les tensions. Et si on n'y prend pas garde, d'ailleurs, nous sommes quand même arrivés un peu aux limites avec la Russie. On touche aux intérêts stratégiques durs de la Russie, on touche à la Crimée, l'accès à la mer Noire, la Crimée qui était d'ailleurs russe, hein, de toute façon c'est même pas l'Ukraine a priori puisque c'est historiquement vraiment une province russe. Mais pour ce qui est des provinces russophones, c'est passé inaperçu hier, mais le nouveau Parlement, ou ce qui reste du Parlement, a décidé de retirer les droits linguistiques. Donc plus de droits linguistiques pour les russophones, ce qui est extrêmement agressif comme mesure, quand on sait que plus de la moitié de la population est russophone. Donc il y a quand même un problème dans le fait que l'Union européenne, qui
par ailleurs, est censé soutenir les droits linguistiques à une charte européenne des langues régionales, etc., tout d'un coup, elle ne dit rien sur le fait que, d'un trait de plume, les droits linguistiques de la minorité russophone sont, qui est majoritaire en fait, la preuve, il avait été élu, hein, donc je vous dis, c'est géopolitique, les russophones vont voter pour le candidat du parti des régions et les autres pour un candidat de l'Ouest. Je ne vois pas comment on peut sortir de ça autrement, finalement, que peut-être par une partition, c'est ce qui risque de se produire. Alors, voilà l'introduction un peu longue, hein, que je voulais donner à notre discussion de géopolitique. Et les questions sont maintenant les bienvenues. Toutes les questions, même les plus dérangeantes. Je suis, pour ceux qui me connaissent, un esprit libre, des fois un peu trop libre, paraît-il. Mais voilà, c'est aussi